mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? En parcourant les plus belles chansons de Francis. Ah non. En parcourant les plus belles chansons de Francis Cabrel. Apparemment, il y a un problème technique. Alors, donc, du coup, en attendant la fin du problème technique, ce que je propose, c'est qu'on en profite pour fêter l'anniversaire de Sandy. Donc, à 3, 1, 2, 3, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sandra! Joyeux anniversaire! This girl is on fire! Ça va sinon de tout le monde se met dans la gueule? C'est le moment alerte incendie. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast des secrets bien gardés et on aime bien rigoler. Vous êtes en compagnie de Juliette. Salut. Sandy. Dont c'est l'anniversaire. Et moi-même, Loli. Et nous allons vous parler aujourd'hui de 3 nouveaux mystères. Alors, est-ce que quelqu'un ici connaît déjà les mystères mystérieux? Oui. Ah, il y a des fans. Des gens de goût. Sandy, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? Bien sûr. En fait, les mystères mystérieux, on est toutes les 3 et à chaque fois qu'on se voit, on s'explique un mystère, une histoire inexpliquée, une légende urbaine, des choses comme ça. Et on rigole aussi beaucoup, je vous conseille. En vrai, on se voit rarement toutes les 3, c'est assez rare, parce qu'on enregistre à distance et on fait ça en visio. Ça. Donc là, c'est vraiment la première fois depuis longtemps qu'on est réunis toutes les 3, donc on est contentes. Oui. Et oui, alors, et quels sont vos mots-clés, les filles, pour ces nouvelles chroniques? Alors, mon mot-clé, c'est Sator. C'est un mot qui n'existe pas. Si, je t'assure. Je vais vous expliquer. Moi, mon mot-clé, c'est randonnée. Randonnée. Et moi, mon mot-clé, c'est télévision. Qu'est-ce que c'est? Mystère. Mystère. Et du coup, Loli, ton mot-clé est randonnée. Quelle est ta chronique? Oh là là, quelle transition fluide, naturelle. Je vais vous mettre un petit son d'intro, si je sais faire. Je suis un peu DJ sur mes heures perdues. Ça marche. Alors, bon, la vérité, c'est qu'on sait qu'on est timé, donc j'ai fait une première version, puis une deuxième, puis une troisième. Là, je vous fais la version express, donc ce sera une série de mots-clés, puis vous poserez vos questions. Donc, fin janvier 1959, en ex-URSS, un groupe de randonneurs s'apprête à partir en expédition. Leur plan, traverser une partie de l'Oural en passant par la montagne Olachari, que l'on appelle aussi la montagne morte, et atteindre le mont Ortorten. Cette route, à cette période de l'année, est estimée être catégorie 3, c'est-à-dire la plus difficile, et les températures peuvent parfois atteindre moins de 30 degrés. Menés par Igor Alexandrovitch Dyatlov, ils sont tous expérimentés dans le domaine du ski ou de la montagne. Dyatlov devait, dès leur arrivée, faire parvenir un télégramme. Mais au bout d'une vingtaine de jours, sans nouvelles, les familles commencent à s'inquiéter et une équipe de recherche part à leur rencontre. Cette équipe ne trouve rien et est rejointe quelques jours plus tard par la police. Enfin, fin février, l'équipe de secours trouve le camp de nos randonneurs abandonnés sur le mont Olachari et l'enfer des découvertes commence. Voici l'histoire mystérieuse et toujours non élucidée aujourd'hui de l'affaire du col Dyatlov. Je pense que vous connaissez peut-être. Oui, moi j'avais déjà fait beaucoup de recherches sur ce sujet et je le trouvais passionnant. Ah, il est chouette, mais c'est du version express. On n'a pas le time.
Les premières constatations sont inquiétantes. Leur tente est très abîmée et déchirée de l'intérieur. On y trouve les chaussures et le matériel des campeurs ainsi qu'un appareil photo. Tout autour, des empreintes de pieds nus ou de chaussettes dans la neige mènent les enquêteurs un peu plus d'1 kilomètre plus loin, à la lisière de la forêt, où ils trouvent les restes d'un feu de camp et 2 premiers corps sous un grand pin. Pieds nus donc, et à moitié à poil. Un peu plus loin, 3 autres corps sont découverts. Leur position indique qu'ils essayaient de rejoindre leur tente. 2 mois plus tard, les dernières victimes sont enfin retrouvées sous 4 mètres de neige dans un ravin non loin. Ils portent les vêtements des premières victimes et l'un a enveloppé un de ses pieds dans un morceau de laine provenant d'un vêtement d'un de ses camarades. Bizarre. Les corps en mauvais état suggèrent donc une mort violente, côte cassée, crâne fracturé et certains ont même perdu leur langue et leurs yeux. L'enquête avait déjà commencé dès la découverte des premiers corps. Et ces premiers corps ne portaient pas de blessures. Il était donc convenu qu'ils étaient décédés d'hypothermie. Cependant, quelques détails insolites avaient été relevés. L'un avait une brûlure à la jambe et une morsure à la main qui s'était fait lui-même. Un autre avait des écorchures autour des chevilles et une entaille à la main. Mais les derniers corps retrouvés suggèrent autre chose. Leur état indique pour certains une hémorragie interne, mais sans blessure concordante en externe, comme s'ils avaient été soumis à une très forte pression. Et les vêtements de certaines victimes émettent de fortes radiations. Ils étaient radioactifs. Ah, et glow in the dark. Ouh. La première conclusion de l'enquête est que les membres du groupe sont tous morts d'une force irrésistible inconnue. Ce sont les mots. Est-ce que c'est l'amour? L'amour, mais n'importe quoi. Ça te fait un drôle d'effet quand même. Il y a eu des podcasts dessus, ils ne racontaient pas ça comme ça. Hein. Ah, god damn. On clôture l'enquête au mois de mai. Soit 1 mois après la découverte des derniers corps, les documents sont envoyés à un fonds d'archives secret en 90 et certaines copies de ces archives sont rendues publiques bien plus tard, mais il manque des morceaux. Que s'est-il réellement passé dans cette montagne morte et pourquoi l'enquête a-t-elle été bâclée? La première enquête n'avait donné lieu qu'à peu de théories dans la mesure où elle avait été rapidement clôturée. Mais en 2019, le gouvernement russe rouvre l'enquête et étudie 75 explications possibles du drame. Ça fait beaucoup. Ah, ils avaient le time. Parmi elles, contrairement à nous, l'attaque Mansi. Certains pensent que les randonneurs ont été attaqués par un peuple autochtone, les Mansi, mais les seules empreintes de pas sont celles des victimes, et il n'y a aucun signe de lutte. C'est d'ailleurs pour cette même raison que la piste d'une attaque par un animal sauvage a été écartée, ainsi que celle de l'attaque de Yeti. Ça a été quand même envisagé. De plus, les traumatismes sont trop graves pour être causés par des humains. La gravité des blessures coïncide plus avec les conséquences d'un accident de voiture ou le passage d'une onde de choc. Une autre théorie, je vous le disais, les vêtements de certaines victimes étaient radioactifs. Et à l'époque, l'un des enquêteurs avait déclaré que les niveaux de radiation élevés avaient été retrouvés à certains endroits sur la montagne. Des personnes présentes aux funérailles auraient même affirmé que la peau des victimes était d'une étrange couleur orange. Lors du drame, l'enquêteur en chef avait demandé des analyses des tissus des corps, mais aujourd'hui, impossible de trouver ces résultats dans le dossier. D'ailleurs, il manque beaucoup d'infos dans le dossier, ce qui alimente encore aujourd'hui beaucoup de soupçons sur la cause réelle de la mort de ces randonneurs. Officiellement, le taux de radioactivité élevé est justifié par le fait que certains des randonneurs avaient été au contact d'éléments radioactifs dans le cadre de leur travail. Il a aussi été suggéré que cette radioactivité provenait de la présence de thorium dans les lanternes de camping. Mais, un événement troublant met fortement en doute ces explications. Un autre groupe de randonneurs se trouvant à proximité de nos victimes au moment du drame ont affirmé avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel cette nuit-là. Et c'est lorsque l'enquêteur en chef mentionne ces sphères à ses supérieurs qu'il reçoit l'ordre de clôturer le dossier, à l'époque en 1959. Avec ces informations mises bout à bout, on peut venir à se demander si finalement les victimes ne se sont pas retrouvées accidentellement dans une zone de test nucléaire militaire. Pour certains, cette théorie ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de trace d'explosion. Mais pour d'autres, c'est tout à fait plausible, puisqu'à la même époque, il y a eu des tests de mines parachutes par l'armée soviétique dans la région, et les mines parachutes explosent lorsqu'elles sont encore dans les airs, produisant des blessures similaires à celles subies par notre groupe de randonneurs. De lourds dommages internes avec peu de traumatisme externe. En 1990, l'enquêteur en chef se livre dans un interview, affirmant qu'il avait reçu l'ordre de censurer certaines de ses principales conclusions. En particulier, les marques de carbonisation inhabituelles sur les arbres près de l'endroit où les corps ont été retrouvés, qui, selon lui, ont confirmé une source de rayons de chaleur qui aurait été délibérément dirigée vers ces randonneurs.
Il affirme même que, accrochez-vous, sur la base des preuves recueillies, le rôle des ovnis dans cette tragédie était tout à fait évident. OVNI ou armes militaires, cette théorie reste à ce jour irréfutée et toutefois improuvable, mais les éléments de réflexion sont nombreux. Autre théorie, menée par un auteur américain, il avait suggéré que les randonneurs étaient décédés à cause d'un phénomène météorologique qui s'appelle le vortex de Kármán. C'est un vent inhabituel qui provoque des infrasons. Et en 2003, des chercheurs ont mené une expérience sur 700 personnes en leur faisant écouter de la musique mêlée à ces infrasons. Et un quart des personnes testées ont signalé de l'anxiété, du chagrin, un malaise et une pression sur la poitrine. Serait-ce ce vent qui les aurait rendus fous à tel point qu'ils se retrouvent déshabillés dans le froid par moins 30 degrés ? C'est une théorie, mais les enquêteurs et scientifiques ont avancé pour ce fait une autre hypothèse, celle du déshabillage paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une suite de réactions biologiques qui poussent à croire, alors qu'on est déjà confus par l'hypothermie, que l'on a chaud. Et par conséquent, on enlève ses vêtements au point de se retrouver presque nu, dans le froid. Mais ça n'explique pas tout. En 1959, la théorie la plus simple et naturelle avait été rapidement écartée. C'est celle de l'avalanche. Pourquoi ? Parce que sur la pente sur laquelle le groupe s'était installé, il n'y avait pas assez d'angle. Donc, pas assez de place pour qu'une avalanche puisse se former. Et aucune chute de neige avait été enregistrée cette nuit-là. Et puis, la plupart des blessures ne correspondent pas à celles dues à une avalanche qui est normalement une mort par asphyxie. Mais après la réouverture du dossier en 2019, c'est cette théorie qui a été retenue par les autorités comme la cause officielle de la mort de notre groupe de randonneurs. Selon les résultats de l'enquête, une partie du groupe serait morte d'hypothermie, tandis qu'une autre partie serait décédée de ses blessures internes suite à l'avalanche. Et quant à ceux dont il manquait la langue et les yeux, cela peut s'expliquer par le fait que les corps auraient été retrouvés face contre terre dans un petit ruisseau. Évidemment, cette théorie n'est pas adoptée par tous, à commencer par la famille des victimes qui a du mal à accepter que la mort de leurs enfants soit si simple et presque stupide. Toujours pas de questions Non, je voulais demander par rapport au vent dont tu parlais, là, est-ce qu'il y a eu d'autres cas de ce type-là Non. D'accord. Pas référencé. Ok. Donc la théorie du vent, c'est pas... là, tu parles de tests, mais en fait, c'est vraiment infime, presque le résultat, par rapport à ce que là, ça aurait produit. Oui, parce que je pense qu'ils n'ont pas pu recréer les vrais ultrasons qui se sont créés dans la montagne, s'il y a eu vraiment ça. Ok. Mais non, il n'y a pas d'autres tragédies qui ont été reportées. De ce type-là. Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la théorie la moins probable, c'est la théorie officielle, en fait. La théorie de l'avalanche. Celle qui a été retenue. Alors, j'ai plein de faits qui vont peut-être te faire changer d'avis. Il y a 2 ans, en 2021, des chercheurs se sont penchés de nouveau sur cette possibilité d'avalanche en réfutant point par point les contre-arguments avancés par les opposants à cette conclusion. Leur explication finale est que des vents qu'on appelle catabatiques, donc ce sont de fortes bourrasques d'air glacial qui transportent de grandes quantités de neige depuis les hauteurs. Donc ces vents auraient accumulé assez de neige au-dessus du camp pour provoquer la chute d'un bloc de glace de la taille d'un SUV qui serait tombé juste sur la tente des campeurs. La neige entraînée par l'avalanche aurait comblé l'espace dégagé pour le camp avant d'être rapidement ensevelie sous une autre couche de neige fraîche. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu aucune preuve. Et pour tester leur théorie, ils ont travaillé avec un spécialiste qui avait participé aux effets spéciaux de la Reine des Neiges. Et ils ont développé une modélisation des effets de ce bloc de glace sur le corps humain. Et ils ont aussi utilisé les données de General Motors qui, dans les années 70, avait utilisé une centaine de cadavres pour faire des tests de ceinture de sécurité. Cependant, cette nouvelle étude n'essaie pas d'expliquer l'intégralité des événements qui sont déroulés, les corps oranges, la radioactivité, et cette affaire reste toujours autant mystérieuse. Mais c'est une approche scientifique testée des événements mortels qui sont produits ce jour-là. Il reste encore beaucoup de points d'ombre, notamment l'implication du gouvernement, ses mensonges et ses omissions. Government is always lying. Goddamn. Aujourd'hui, à l'endroit où s'est déroulé le drame, se trouve une plaque commémorative avec les noms des victimes et l'inscription « Ils étaient 9 ». En mémoire de ceux qui sont partis et qui ne sont pas revenus, nous baptisons ce col du nom du groupe de Dyatlov. Et depuis, le mystère plane toujours sur cette étrange affaire. Merci Louise, c'était super intéressant. Super. Vous appelez ? Oui. Beaucoup. On veut des images. Ah, j'avais même prévu des extraits sonores et tout, j'étais à fond, puis pas le time, ok.
c'est qui veut enchaîner sur sa chronique? Est-ce que Juliette, tu veux enchaîner? Ouais. Allez. Allez, c'était quoi ton mot-clé déjà? Sator. Ah oui, c'est vrai, ça voulait rien dire. C'était pas un vrai mot. Mais si, c'est un mot latin. Voyons. Ah. Vous connaissez pas votre latin? Non. Pas du tout. J'ai fait russe, justement, dans les V2. Moi, j'ai fait grec. Ah, ouais. Alors, donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler du carré de Sator. Est-ce que ça parle à des personnes dans l'Assemblée? Pas du tout. Ah, il y a un aussi. Un tout petit peu. Une faible main. Alors, le carré de Sator. Donc, c'est un carré sur lequel est gravé 5 mots. D'accord, 5 mots latins, je vais vous les lire. C'est rotas, opéra, ténet, arepo et sator. Donc, ce carré est composé de 5 mots à 5 lettres et ça forme un palindrome. Donc, le principe du palindrome, c'est qu'on peut lire les mots à l'endroit, à l'envers, donc de gauche à droite à gauche, haut en bas. Dans tous les sens. Exactement. Voilà. Et donc ce carré de Sator a été retrouvé, donc les premières traces de ce carré ont été retrouvées à Pompéi. Et donc il daterait, avant l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, dans la demeure d'un Romain qui s'appelait Paccus Proculus. Ce n'est pas un nom de fleur, du coup. Non. Ce serait pas une jolie fleur, je pense. Parce que tout à l'heure, je lui demandais, est-ce que tu connais Paccus Proculus? Elle me dit, c'est une fleur. Non, c'est un romain. Et donc, ce carré reste aujourd'hui un mystère pour l'archéologie, puisqu'on ne connaît pas exactement son origine exacte, ni sa signification, la teneur de son message. Donc, tout d'abord, les mots. Donc parmi les 5 mots que je vous ai donnés, le terme arepo n'a jamais été déchiffré. Il n'est présent que sur ce carré et il ne correspond à aucun mot connu en latin ni dans d'autres langues. Donc potentiellement, ça peut être un nom propre. Les autres mots sont reconnaissables. Sator, par exemple, ça signifie le laboureur, le semeur, métaphoriquement le créateur. Ténet serait le verbe, donc il tient. Opéra, c'est la manière dont le travail est effectué avec soin. Et rotas, c'est le pluriel de rota, la roue. Donc, pardon. En français, ça donne quelque chose comme le laboureur, arepo potentiellement, dirige les roues avec adresse. Voilà. Donc un truc un peu banal et en même temps tout à fait obscur. On dirait un mode d'emploi, le dernier tracteur que tu as acheté. Ou un mot de passe super chelou. Peut-être. Il faut que tu mettes des chiffres, sinon c'est pas sécurisé. Ah mince, le laboureur 2000. Non. Donc. Voilà, donc si on inverse les mots, évidemment, on a la même traduction, puisqu'en latin, les mots peuvent être dans n'importe quel sens. On peut retrouver cette inscription avec le mot rotas en premier ou le mot sator en premier. Voilà. Donc déjà, ça pose question, c'est-à-dire pourquoi on inverse les mots et est-ce qu'il y a 2 groupes distincts qui inscrivaient le mot, éventuellement commençant par rotas, puis par le mot sator. La première signification, enfin première explication qu'on avait donnée à ça, c'était qu'éventuellement c'était les Romains qui avaient écrit ce carré en commençant par rotas, et puis ensuite les premiers chrétiens ont repris en fait ce symbole-là et pour se différencier en fait des Romains qui les persécutaient, auraient commencé par sator. Donc si les premières traces remontent à l'Empire romain, ce carré a traversé les âges et les pays. Les archéologues en ont retrouvé un petit peu partout, en Europe, Italie, Hongrie, Angleterre. Il y en a beaucoup en France et il y en a même en Syrie. Au Moyen-Âge, la formule semble avoir été utilisée en symbole de protection. On l'a retrouvée notamment gravée devant les portes et c'était à l'époque un symbole pour protéger des incendies. En rite magique aussi, on a certains témoignages. Par exemple, là je cite le philosophe et médecin Jérôme Cardan qui rapporte « L'étonnante guérison d'un Lyonnais atteint de la rage, à qui on a fait avaler 5 croûtons de pain sur lesquels étaient notés les 5 mots
Et apparemment, cette personne malade a guéri par la suite. Give me that bread. C'est ça. Autre exemple, on a retrouvé sur un parchemin du XIIIe siècle à Aurillac que ce... Un problème avec Aurillac ? Pas du tout. Meuf du pays. Que ce carré était utilisé à cet endroit-là pour faciliter les accouchements. Voilà, donc on le montrait à la femme en train d'accoucher et puis ça marchait mieux. La pauvre. Lisez, madame, lisez. Et tu hurles. Ah, Ça tord. D'autres personnes y voient un premier témoignage du pater, donc une importante prière chrétienne, car en remélangeant les lettres, ça nous donne aussi un pater noster en croix. Donc voilà, éventuellement ça peut être ça. Mais aussi on peut y découvrir le message Satan ter oro te opera praesto, qui signifie Satan, je t'en prie 3 fois, agis sur le champ. C'est hyper dangereux lors des accouchements, tout ça. Selon dans le sens tu le prononces, il se passe un truc plus ou moins sympa. Il se tournait du côté de Satan, apparemment, pour les accouchements. En fait, potentiellement, voilà, si on mélange les lettres, on peut y trouver un petit peu ce qu'on veut. Une autre hypothèse s'efforce d'approfondir la question en proposant une lecture chiffrée du carré. Donc, grâce à la méthode de l'isopséphie, on attribue une valeur numérique au mot selon les lettres qui composent ce mot. C'est un peu la base en numérologie, pour les adeptes de numérologie. C'est comme quand tu cryptais tes messages à tes copains avec l'alphabet quand tu étais petit ? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et en fait, c'est une méthode qui était utilisée, pareil, qui a traversé les siècles. Hein. On a retrouvé des messages à Pompéi, par exemple, notamment... Le message, je crois que c'était je suis amoureux de la femme 475. Voilà. Et donc, en fait, les gens déjà s'écrivaient des messages cryptés comme ça, en mélangeant lettres et chiffres. Donc, c'est une vieille méthode. C'est très robot cybernétique, du coup. Alligator 427. C'est ça. Et donc, ici, si on fait ce petit calcul... mystique, on trouve la valeur de 10 pour tous les mots qui composent ce carré. Et en fait, pour les pythagoriciens, le 10, c'est vraiment un symbole de valeur ultime qui symbolise la création, en fait, de l'univers. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée d'infini. On retrouve aussi l'alpha et l'oméga qui encadrent le carré. Et donc voilà, c'est une autre symbolique qui explique que ce carré symboliserait en fait la roue du temps, le fait que il n'y a pas de temps linéaire. Et du coup, toi, t'as pu voir en vrai ce truc Oui, t'as pas parlé de ton expédition avec ton petit chapeau Indiana Jones. Oui, et ton fouet. Et oui. Parce qu'elle est partie voir si ça existait vraiment. Elle a fait une enquête. Voilà, donc en fait, j'ai Wikipédia est mon ami. Et donc, je regarde tous les endroits où il y a ce carré en me disant peut-être qu'il y a un carré pas très loin de chez moi. Et effectivement, je vois carré de Sator en Vendée, à l'église de la Boissière de Montaigu. Donc, ça a une vingtaine de minutes de chez moi. Donc, j'y pars toute contente. Et j'arrive à l'église, je fais 10 fois le tour de l'église. Et en fait, il y avait plein d'inscriptions, mais pas ce carré. Donc, voilà. En fait, c'est le fail. J'étais hyper déçue, effectivement. Ils nous ont envoyé des photos en même temps. Je donne tout pour cette chronique, je donne tout pour Rennes, je suis là pour eux. Elle nous envoyait des photos de murs vides. Donc, un mystère non résolu aussi. Du coup, on ne sait pas où est passé ce carré, la Boissière de Montaigu. Ce carré, on le retrouve aujourd'hui encore, sur des bâtisses plus contemporaines, en Europe, il y en a même en Amérique latine. Voilà, j'ai vu des photos de carrés de Sator sur des maisons au Brésil notamment. Voilà, et dans les œuvres de fiction, c'est un symbole qui a été évoqué récemment dans le film Tenet de Christopher Nolan qui est sorti en 2020 oui. et qui fait référence à ce carré.
Voilà. J'ai pas vu le film, je sais pas de quoi. Et c'est un film de fiction qui, avec pour résumer vaguement, c'est un homme qui mène une enquête et en fait il y a cette notion, le lien avec Luca Rezzator, c'est j'ai pas vu le film, je vais le résumer donc Wikipédia. j'essaie de répondre comme je peux, mais Que ça peut se en faire fait dans les le deux temps sens. voilà, le temps se mélange en fait. C'est-à-dire pareil, la notion de temps linéaire n'existe pas et du coup il y a le fait que le début, la fin, tout ça. Et comme t'es net, ça fait comme kayak, tu peux lire dans les deux sens. Il y a un nom pour ça, mais je sais plus. Merci. Ah merde. J'en ai parlé, mais merci de m'écouter, Sandra. C'est fort aimable. Désolée. T'étais là Oui, j'étais là. Donc voilà. Eh ben super, merci beaucoup Juliette, c'était hyper intéressant. Vraiment, je Oui. regrette de ne pas avoir vu les photos de ton expédition Oui. affichées. Merci. Et oui, bonjour. Sandy, alors maintenant que tu es revenue avec nous, Oui. Tu vas pouvoir nous expliquer et puis je vais pas t'écouter comme ça. Voilà, elle est vexée, ça y est. d'ailleurs j'espère que vous avez tous bien écouté le sujet de Juliette parce qu'il y a QCM à la fin, elle a dit. Alors, j'espère que vous êtes attentifs. Attention les studios. Merde, c'est pas ça. Envoyez la musique. This dude wearing, of all things, a television on his head. And why in the world is he leaving an old-fashioned box TV on a stranger's front porch? It's a mystery that's baffling police outside Richmond, Virginia. It usually happens around midnight. TV dude is apparently fully aware he's on surveillance video. Watch him wave at the camera. As of this week, he's delivered at least 60 TV sets. One looks like a tube television set manufactured in 1986 by Toshiba. Oh my god, they're everywhere. These guys all woke up to a TV set left on their doorsteps. I woke up to a bunch of phone calls telling me to check my front porch. So I did, and there was an old TV sitting out there. Tell me what you saw on the Ring doorbell and what you thought. I was like, whoa, it's kind of funny, but it's also kind of creepy. The three guys thought it was so nuts, they drove around the neighborhood pointing out all the TVs left on the front porches. That's another big one. This team just discovered the set on her doorstep. The guys were on the scene when police got there to investigate and loaded all the TVs on a truck. Max Schumann opened the front door to also find a surprise. This is the TV that was left at my doorstep. He says his brother took it apart to see if there was anything dangerous inside. They found it was a regular TV, old but still working. For now, TV Dude remains on the loose. But if he's going to be so generous, maybe he should consider leaving a more modern flat-screen TV. Donc voilà, changement d'ambiance. Donc du coup tu vas passer des vidéos et puis voilà, les gens vont regarder. C'est ça. Merci. Docteur. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, dans la nuit du 11 août 2019, un très étrange personnage avec une télé sur la tête a distribué plus de 60 postes devant les portes des gens dans la ville de Henrico County, en Virginie, aux États-Unis. Non, Pardon, j'ai oublié qu'il fallait te faire un... J'attends des jingles. Tu les as envoyés avant la date limite? Non. Pardon, je te coupe, mais c'est un vrai reportage, c'est pas du tout. C'est un vrai reportage de la vraie télé. Voilà. Sur une vraie télé. Sur une vraie télé. Les personnes qui avaient reçu une télé n'ont pas trop su quoi faire devant la situation et ont préféré appeler la police. La police n'a pas trop su quoi faire devant la situation et a embarqué toutes les télés et voilà. Merci la police. À défaut de faire quelque chose, ils ont tout embarqué. À Cap cependant. Oui. Alors, The TV Headman n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà laissé plus de 20 télés dans un autre quartier de la même ville en août 2018. Mais cette fois-ci, il n'avait pas été filmé. Car l'enregistrement qu'on a pu voir de la vidéo en fait vient d'une sonnette Ring. Je pense qu'il y en a qui connaissent parmi vous. C'est une vidéo installée sur la porte d'entrée qui se déclenche en fait au moindre mouvement devant la porte. Donc je vous laisse imaginer si vous recevez ce genre d'alerte à 3h du matin avec un Gus qui pose une télé devant vous. Ciao. Et qui fait coucou en plus. Oui, je suis là, il revient avec un couteau, comment ça se passe? Il revient avec le lecteur DVD qui va avec. Puis... C'est clair.
Oui, je tiens à signaler que toutes les télés marchaient. Hein. Enfin, ouais. Je n'ai pas pu trouver de traces d'arrestation ni de nom de suspect. La police a en effet rédigé un mandat de perquisition parce qu'il y a eu des charges comme intrusion sur propriété privée, dépôt de déchets sauvages ou port de masque. C'est pas des déchets, ça fonctionne encore, oui. Ils ont considéré ça comme des déchets, c'était pas assez high-tech. America. Yeah, yeah. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça a dû suffire à faire peur au TV Headman parce qu'il n'a jamais officié depuis cette vidéo de août 2019. Mais qui était-il? Ce serait possiblement une opération commerciale. Il existe un compte Twitter dont les publications se centrent uniquement sur The TV Man. Il regroupe tous les fanarts, les articles et les mèmes sur le sujet. Ce compte ne suit qu'un seul autre compte, celui d'un développeur de jeux vidéo indépendant, NeverRain Studios, dont l'un des jeux en développement au moment des faits s'appelle TV Man Destroy All TVs. C'est un ARG. Alors, attends. Pardon. Excuse-moi. Selon la bande-annonce du jeu vidéo en question, on y incarne un personnage avec une télé à la place de la tête et on doit détruire toutes les télés qu'on voit. Mais le jeu n'est jamais sorti. Cette théorie est plausible, mais quelques détails pêchent. En fait, ça n'explique pas déjà que le TV Man est déjà opéré en 2018 et surtout... les premières traces du jeu ne remontent pas à 2018. Et surtout, NeverRain Studios publie généralement en portugais. Et quelquefois en anglais. Donc, j'ai pas réussi à savoir sa localisation. Donc, il est possiblement aux États-Unis. Mais ça semble fort improbable. C'est vraiment... Il y a quelques publications mystérieuses... il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, quoi. Donc de là à faire une opération commerciale de cette envergure, voilà. C'est juste probable en fait qu'il ait surfé sur la vibe et qu'il ait juste récupéré tous les mêmes, tout ça. En mode, dis donc, j'ai un jeu vidéo sur le sujet. Ouais. Voilà. Et la deuxième hypothèse est la raison pour laquelle je vous ai laissé le reportage en entier, car il y a un détail intéressant dessus. Les 3 jeunes gars qu'on interviewe. QCM. Est-ce que vous avez retenu? Bien regardé, hein. Oui. Les 3 jeunes gars pas très finaux. En fait, les 3 gars ont publié un vlog sur le sujet où, comme par hasard, ils faisaient partie des victimes. Et comme par hasard, le lendemain des fameuses livraisons, ils se décident très rapidement si on allait filmer tout ça. On se met dans la petite voiture et on filme toutes les réactions de tout le monde. Ce qui me fait rire, c'est que t'as employé le mot victime. Je sais pas, on te l'a dit de télé. Une télévision rétro, non. Et en fait, ils capitalisent aussi à fond sur les réseaux sociaux. Tu les vois sur Snapchat en mode « Oh, mais regardez, c'est trop fou ce qui se passe dans notre quartier, wow !» avec des musiques mystérieuses et tout ça. Enfin bref. Mais voilà. C'est nous. J'allais dire un peu comme nous. Sauf qu'on fait pas chier les gens avec les télés, nous. Ouais, on est quand même là. On devrait. En fait, l'un des 3 gars, Zach Levitt, possède une chaîne vidéo YouTube depuis 2018 sur laquelle il a publié le vlog du TV Man. Et en réalité, la police a déclaré 3 semaines après les faits qu'elle savait qui était le TV Headman. Qui dit en fait, mais je sais pas, moi, parce que j'ai jamais pu trouver une trace de... En fait, il y a eu un mandat de perquisition contre un suspect âgé de 19 ans, donc l'âge des 3 gus. Et les agents de police sont venus fouiller la maison de l'ado et n'ont rien trouvé. L'adolescent en question, le suspect, avait été retrouvé non loin d'un magasin récemment vandalisé, abandonné, où il y avait plus de 30 télés cachées. Et la sœur de l'ado en question a été aussi prise en train de déposer des télés devant son lycée avec des tags dessus. Pas très discret, mais bon, bref. C'était des tags qui revendiquaient des trucs. Alors c'est très drôle parce qu'il y avait juste marqué à la place de senior, je pense pour se foutre de la gueule des gens dans le lycée, il y avait marqué senior, enfin avec un jeu de mots bizarre. Je serais incapable de le refaire. Ok. Voilà. Il n'y avait pas un carré avec des lettres en latin? Non.
Donc j'ai jamais pu retrouver les résultats de l'enquête ni le nom du suspect en question. Donc ça pourrait tout aussi bien être une blague d'étudiant où la police l'a un peu interrogé en mode ce serait bien d'arrêter, mais qui n'ont rien à voir avec les 3 gars interviewés. Et je tiens à signaler aussi que si c'est effectivement une blague, elle ne colle pas du tout au ton de la chaîne de Zach Livett, de celui dont je vous parlais. En fait, c'est beaucoup. Il fait pas du tout de prank dans sa chaîne YouTube. C'est uniquement des vidéos autour du running et de sa vie. Il parle beaucoup de lui et de la façon dont il court. Regardez comment je cours. Regardez-moi. Voilà, c'est un peu ça. Et regardez quand je cours avec une télé sur la tête. Ah, la vie est dure. Oh. Bref. Voilà. Cette théorie n'explique pas non plus que ce soit la 2e fois que ce soit arrivé. Zach Livett, à l'époque, n'avait rien fait sur le sujet. Il était peut-être tout simplement au bon endroit, au bon moment, avec une bonne caméra. Donc voilà, on sait toujours pas qui c'est. La police sait, mais pas nous. Voilà. Merci Sandra. Merci Sandra. Et c'est maintenant le temps des questions. Si vous avez des questions, des mystères, des remarques, Ah, je vois des mains. Ouais, vas-y. Lance-toi. Non, je l'ai pas lu. Ok. Donc les montagnes hallucinées de Lovecraft. Ok. J'irai jeter un coup d'œil. Tu avais une question aussi ? Si tu savais le nombre d'histoires hallucinées qu'on a des États-Unis, c'est un autre univers. Hein. Mais non, on est un peu spécialiste des États-Unis et du LSD dans nos chroniques. Et des États-Unis fous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ah, j'en vois d'autres. Ça dépend. Non, c'est au fur et à mesure des recherches en fait. Et puis plus on fait de recherches et plus du coup on a des idées après pour la suite. Et c'est soit internet, soit des reportages peut-être pour les filles. Enfin, pour moi là, mais du coup ça va être des reportages, ça va être aussi des bouquins à la médiathèque. Enfin ça peut être tout un tas de choses. Non, j'aurais bien aimé. Non, et puis après c'est aussi des gens aussi des fois qu'on rencontre souvent, qui écoutent le podcast et qui font ah oui, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, et puis du coup c'est puis aussi tu commences un sujet et puis en fait ça t'emmène vers d'autres pistes de réflexion. Tu dis ah mais en fait ça c'est encore plus mystérieux, trop bien. Et t'as commencé un truc et ça termine, ça a rien à voir. Le pire c'est quand tu commences un sujet, tu te dis mais c'est de la merde et tu arrêtes pas, voilà. On est dans la télé. God damn. On est sur la télé. Une question, est-ce que parfois vous dites tiens, tel mystère, tel sujet peut amener une réflexion sur un thème sociétal ou une cause, ou ça vous arrive parfois d'avoir ces pensées Oui, complètement. Forcément, ouais. Oui, complètement. Ouais. Je cherche, on a eu un mystère ou on a eu un débat après, mais j'ai un trou. On a eu un débat sur un qui n'est pas encore sorti puisqu'il faut le monter et le mixer, mais sur Juliette, tu avais fait un mystère sur une œuvre architecturale avec des colonnes c'est vrai. qui n'existe plus, et qui est peut-être érigée quand même par des gens hyper craignos, on ne sait pas quoi. Ouais, c'est le Stone Age américain un petit peu. Et en fait, ça a été... il y avait une forme d'eugénisme aussi mis en avant. Donc on a, oui, voilà, avec des inscriptions, enfin des instructions plutôt. Il y en avait une dizaine, il me semble. Et en fait, c'était... il faut que la population soit maintenue à 500 millions d'habitants sur Terre. Il faut protéger l'environnement. Enfin, il y avait des lignes de conduite à tenir pour l'humanité. Et du coup, c'est un monument qui est assez récent. Et en fait, personne ne sait vraiment qui l'a construit, qui l'a conçu. C'est assez mystérieux l'origine de ce bâtiment. Mais ça pose des questions, effectivement, sur qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Non. Jamais. Ouais, non. Non. Jamais, ChatGPT, jamais. ChatGPT.
Oh Bruno. Non, et puis ce qui est intéressant, c'est de recouper les informations en fait. Et après de s'approprier un petit peu la matière et de le dire à notre manière. Donc, ça... Dans ce sens-là, je pose la question, ça peut être un outil pour aller vite. Quand on sait que produire un podcast, ça prend du temps. Non, nous on est débiles, on fait 3 versions, à chaque fois on affine, tu vois. Dis, je vois d'autres mains. Oui. Une question. Est-ce que vous trouvez pas bizarre que toutes les personnes qui ont vu Tenet n'arrivent pas à dire qu'est-ce qui se passe dans Tenet? Ça sent l'expérience. Ben oui, j'ai vu des... C'est vrai, des personnes qui en parlaient et qui disaient que c'est un film à regarder de nombreuses fois pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais lui, il a mis plusieurs années à imaginer le scénar et à travailler sa matière. Donc forcément, voilà, il faut plusieurs lectures, quoi. Mais oui, c'est peut-être l'idée aussi, hein, de se dire je vais faire un truc aussi mystérieux que le carré de Sator et un peu énigmatique. Xavier, t'as une question? C'est quoi votre mystère le plus mystérieux? Le mystère, vous avez dit, ah ça c'est vraiment très très mystérieux, mais en top 1 de votre mystérieux. Moi j'en ai un, la conspiration de la paillette. Bref. Ah, mystère. Faut écouter le podcast. Et oui, non. Vite fait. Oui, vite fait. C'est juste que il y avait un article qui est paru sur les fabricants de paillettes et à un moment donné, l'intervieweur dit à la nana gérante de l'usine de paillettes et en mode qui est le plus gros fabricant de paillettes. Elle dit j'ai pas le droit de le dire, c'est secret. Et depuis, il y a la conspiration de la paillette. Qui est le plus gros acheteur au monde de paillettes? Voilà. Il faut écouter le podcast pour savoir la réponse. Et non, ce n'est pas la NASA. On y a cru. Hein. T'avais une question? Dis-moi. Est-ce que, donc c'est des mystères irrésolus, mystérieux, Ouais. est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer à enquêter sur un mystère et faire ah merde, il est résolu? Oui. Mais toi, oui. Plein de fois. Plein de fois. Ah oui. Bah oui, parce que on utilise des bouquins aussi. Des bouquins qu'on aime bien, machin. Et j'ai une édition de bouquins à la maison avec plein de mystères hyper cool, sauf qu'ils ont été édités dans les années 60. Et du coup, après, quand tu recoupes les sources avec d'autres bouquins ou Internet ou des articles, des archives et tout, et ben là, le truc dans les années 60, c'était hyper mystérieux. C'était les fées de Cottingley. De toute façon, l'épisode est en ligne si ça vous intéresse. Donc voilà, l'histoire des fées, des photographies spirites, bon, voilà, des gens un peu chez père. Et dans les années 90, tout a été débunké en fait. Les gens à l'origine ont dit que c'était un canular en fait. Et là, tu dis je vais le raconter en fait. Hein, je vais raconter que j'ai des bunks. Bon, on rigole quand même. Mais c'était très intéressant. Oui, c'était rigolo. Merci Sandra. Au plaisir. C'est une super question. Il y a un autre podcast, comment ça s'appelle là, les deux chums là? Ouais, oui, c'est ça. Qui a dit le ça? bureau des mystères. Oui, ouais, merci. Merci. Moi perso, j'ai un peu écouté. Après, le ton me parle pas. J'ai l'impression que j'ai deux mecs hyper avec un verre de whisky et un cigare en train de me raconter des trucs, ça m'intéresse pas. Petite Les mecs, j'en vois suffisamment tous les jours. Mais je les connais pas. Écoute, ils viendront me chercher s'ils veulent. Et par hasard, après avoir fait une chronique, je sais plus sur quoi c'était, ils avaient traité le sujet aussi. Et même dans le bouquin aussi, des fois tu te retrouves sur des sujets que tu as déjà traités, et là tu lis un max de trucs, pas qui n'ont rien à voir avec la choucroute, parce que je dis pas qu'il y a une personne qui a une meilleure réponse que l'autre, mais tu te dis, mais on n'a pas du tout la même histoire, quoi. Donc je préfère pas le faire en amont, effectivement. Pas trop écouter des trucs mystérieux en amont. Oh, c'est mignon. C'est bon. On peut apporter le même sujet que vous dans un podcast, si c'est pas les mêmes personnes, ça sera pas la même approche, ça sera pas le même contenu. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. On a bien fait de venir, hein. On se fait mousser là. Ouais, c'est la mysterious touch. Il reste un peu de temps parce qu'en fait on a fait super pas le time et d'autres questions peut-être. Quelle est la question? Ouais, c'est vrai. On a oui, pas. Xavier. Le mystère, ça revient tout le temps et qui vous saoule le plus. Les trucs où vous dites, en fait, c'est sans mystère. Moi, j'ai une petite anecdote. Ouais. J'ai pensé à faire un système de notation des théories du complot et des mystères, basé sur plusieurs facteurs, notamment que
information, paf, il perd 500 points. Je ne sais pas si vous avez des mystères ou des trucs comme ça qui vous saoulent. Les mystères qui nous saoulent. Ouais, moi les ovnis. Sauf que ça revient tout le temps. En fait, quasiment à chaque mystère, il y a l'ovni et possiblement là-dedans. Puis moi, c'est ma passion, donc du coup, si, il y a pas mal de... C'est pas un mystère en soi l'OVNI, mais il y a des phénomènes inexpliqués, notamment l'histoire des lunettes de plomb au Brésil, où 2 mecs ont été retrouvés dans la montagne et... Attends, excuse-moi, j'entends pas. Des masques de plomb. On peut savoir. Mais l'ufologie regroupe effectivement. C'est 2 chums qui ont été retrouvés, du coup, hop là. Loli remet son casque et hop. Qui ont été retrouvés sur une montagne, portant des lunettes découpées dans des plaques de plomb. Habillés un peu de façon étrange, avec un carnet codé, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il s'avère que c'était des TV repairmen, d'ailleurs. Oui, et ce que tu dis pas, c'est qu'au même moment, à l'autre bout de l'Amérique latine, il y a un objet non identifié qui est tombé dans la mer. Oui, et eux, ils ont essayé de rentrer en contact plusieurs fois, d'après des sources sûres, leur famille, etc. Même les policiers ont trouvé tout un attirail. Ils ont essayé de rentrer en contact avec la planète Mars. Et les ovnis, dans leur garage. Dans leur garage, ils avaient un atelier et tout. Mais du coup, on ne sait pas si c'est les ovnis qui sont venus les chercher pour une raison. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que tu as regardé la série ? Non. Ok. Très bien. Allez, bonsoir. Et il y a une autre question. Mais c'est trop bien. Est-ce que vous préférez traiter des sujets ARG ou plutôt des sujets mystères avant informatique ? Ça va dépendre des sensibilités. Ouais, en fait, on a chacune un peu notre domaine préféré. Moi, j'adore tout ce qui va concerner la science, l'archéologie, voilà. Le mystère du corps humain. Super sujet sur le blob aussi. Oui. J'en parle tout le temps, mais il est vraiment cool. Oui, merci. Et puis, les filles... ça on dit, c'est Internet, hein, toi, ton truc, hein, c'est les Américains. Disons que la toute première fois où je suis arrivée, je vous ai dit, je vais vous parler le clip caché de Sesame Street. Ah oui. En fait, il y a un clip de Sesame Street Lost Media. Le Lost Media, voilà, où un clip de Sesame Street a été retrouvé de manière complètement mystérieuse et les filles ont dû en mode, j'aurais dit oui, je vous parlais de Lost Media et de ce clip de Sesame Street qui fait pas peur en soi, et elle était là, ah ok d'accord, elles sont accrochées, mais c'était... Oui, parce qu'ils envoient des fax anonymes et des emails avec des anonymes, enfin... Écoutez, voilà. On n'est pas toujours d'accord sur ce qui se passe. Et toi, Loli, c'est plus sensibilité russe. Oui. Arrêtez, je vais me faire strike du pays en 10 secondes. Hyper dangereux. Les ingrédients d'un bon mystère. Moi, c'est ce qui m'intrigue très rapidement, en fait. Que je vais commencer à lire un petit peu, et en fait, moi, j'ai envie d'en savoir plus, et je suis partie pour chercher, malgré moi, pendant des heures. Voilà. Moi, je pense que c'est quand il y a des théories de plus en plus folles. Et qu'il y a des ovnis, du coup. Ouais. Là, tu te dis, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés dessus, ça doit être vraiment cool. Ouais. Oui. Les ingrédients d'un bon mystère, je pense, c'est... Beaucoup de rigolade pour Sandy. Oui. Et du fun, de la paillette. Oui. Et plus tu creuses, plus les théories sont de plus en plus what the fuck. Et tu dis, personne n'a vraiment la réponse et chacun fait sa sauce dessus, c'est assez rigolo. On aime le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on a tous faim, je pense. Oui, je pense aussi. Et c'est tout pour nous, alors on va aller manger. Hein. C'était fort agréable. Merci.